Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Il y a un motif de consultation qui revient fréquemment dans nos journées, c'est le fameux syndrome HS-HA. On l'utilise le plus souvent pour catégoriser le comportement d'un chien, mais j'ai déjà entendu ça pour qualifier un chat. Oui, beaucoup de propriétaires passent la porte de la consultation en nous disant « Je viens vous voir car mon chien est HS-HA » pour hypersensible, hyperactif. C'est un terme qui est utilisé par de nombreux vétérinaires et même par des éducateurs. Notre objectif n'est pas de créer une polémique, mais c'est vrai que les vétérinaires qui utilisent l'éthologie clinique pour faire de la médecine du comportement n'utilisent pas ce terme HS-HA. Maintenant, moi qui suis un peu plus vieille que Mathilde, c'est un terme que j'ai appris à l'école. Et donc on comprend tout à fait qu'il soit utilisé par de nombreux vétos généralistes pour décrire un peu rapidement le comportement d'un animal. Mais juste, on peut faire mieux que de faire rentrer des animaux dans ce fameux syndrome. On peut tenter de mieux décrire ces comportements qui posent problème et du coup mieux comprendre la motivation sous-jacente de l'animal pour, évidemment, résoudre le problème et rendre la vie plus facile à l'animal et à son propriétaire, bien sûr. Ok, donc je mets les pieds dans le plat. Bien souvent, ces animaux dits HS-HA ne sont pas malades. Leur comportement n'est pas pathologique et n'a pas besoin d'être pris en charge médicalement. Il s'agit d'individus qui présentent un comportement normal pour leur espèce, mais qui vivent dans un environnement qui ne leur convient pas, un environnement au sein duquel ils n'arrivent pas à s'adapter. En gros, ils n'ont pas les bons outils, ils n'ont pas le bon tempérament, ni les bons apprentissages pour que ça colle. Prenons un exemple concret pour que ce soit plus clair. Quand on me décrit un chat HS-HA, c'est souvent un individu actif, prédateur, qui vient d'une lignée non sélectionnée pour vivre avec des humains en milieu confiné, un chat de ferme en fait, qu'on a mis dans un petit appartement sans accès à l'extérieur. Le chat va produire les comportements normaux de son espèce, donc il va explorer, il va essayer de se mettre en hauteur et il va chasser tout ce qui bouge autour de lui. Malheureusement, si on ne lui fournit pas ce dont il a besoin dans son environnement, il va finir par faire des choses qui semblent totalement inappropriées aux humains. Courir partout, ça c'est le fameux quart d'heure de folie des chats, grimper au rideau ou pire, attaquer son propriétaire qui est la seule chose qui bouge dans la maison. Et bien souvent, la réaction des propriétaires, c'est de punir le chat, ce qui ne fait que détériorer la relation humain-animal sans améliorer le problème. Et ce même chat, dans une maison avec un accès à l'extérieur, il va produire exactement les mêmes comportements, activités locomotrices, exploration, prédation, mais dans un contexte où ils ne seront pas gênants pour ces humains. Là, on revient sur la notion de tempérament, dont on a parlé dans un épisode précédent. Ce n'est pas à l'animal de s'adapter à l'environnement dans lequel vous le faites vivre, car il n'en est pas forcément capable. Notre responsabilité d'humain, propriétaire d'un animal domestique, c'est de choisir un animal dont le tempérament est compatible avec notre milieu de vie, ou alors d'adapter l'environnement aux besoins et aux attentes de l'animal. Et pour les chiens alors ? Bon. J'ai fait une recherche sur un moteur pour voir quel type de comportement était regroupé sous ce terme HS-HA. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Le chien HS-HA est surexcité, il harcèle les humains ou les congénères, il réagit au moindre stimulus, il est impossible de l'éduquer, il est obsédé par la nourriture, par le jeu, il aboie beaucoup, il a des comportements stéréotypés comme le tournis, il dort peu la nuit, etc., etc. Ouais, le moins que je puisse dire, c'est que ça fait un peu fourre-tout et ça regroupe des comportements ou motivations quand même très différentes. Exactement. Bon, du coup, je propose qu'on décompose un peu. Alors déjà, un chien peut aboyer pour des tas de raisons différentes. Ce n'est pas un symptôme, mais un moyen de communication. Et les aboiements, ils sont souvent renforcés de manière involontaire par les propriétaires. Idem pour les destructions. On a déjà fait un épisode sur ce thème et je vous invite à le réécouter, mais en gros, un chien peut détruire en l'absence de ses propriétaires parce qu'il est anxieux ou parce qu'ils s'ennuient. D'ailleurs, bien souvent, les chiens dits HS-HA sont en fait des chiens qui s'ennuient parce que leur budget d'activité ne correspond pas à leurs besoins et à leurs attentes. Laure, je pense qu'il faut qu'on s'attarde sur cette notion de budget d'activité qui est très importante en éthologie clinique. Ouais, tout à fait. Alors, le budget temps, c'est la répartition des différentes activités spontanées et régulières d'un animal sur 24 heures. Donc, par exemple, on a le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, les interactions, etc.
Cette répartition, elle dépend beaucoup du contexte dans lequel vit l'animal. Ainsi, des chiens féraux, donc c'est-à-dire retournés à l'état sauvage, ont été équipés de traceurs dans les Abruzzes en Italie, et les chercheurs ont montré qu'ils passent 48% de leur temps au repos, 40% en activité et 12% en déplacement, avec des variations en fonction des sexes, du moment de la journée ou encore de la saison. Mais nos chiens de compagnie, eux, ils ne peuvent pas répartir leurs activités comme ils le veulent. Ils sont totalement dépendants des humains. Ce sont les humains qui décident à quelle heure ils doivent manger, sortir, dormir, à quelle heure ils doivent rencontrer des congénères et dans quelles conditions ces différentes activités ont lieu. Par exemple, ça peut être uniquement en ville et en laisse. Et donc, ce que disait Laure, c'est que la grande majorité des chiens qu'on voit en consultation n'ont pas un budget d'activité compatible avec leurs besoins physiques et mentaux. Ils ne sortent pas assez, ne sont jamais lâchés, ne peuvent pas explorer comme ils le voudraient en promenade ou n'ont jamais d'interaction avec leurs congénères. Alors bien sûr, chaque chien est un individu qui a ses besoins propres et sa manière à lui de percevoir son environnement. Donc son Umwelt, si vous voulez réécouter notre épisode sur ce terme. Et donc, même si le chien Médor ne présentait aucun comportement indésirable dans les mêmes conditions de vie, ça ne veut pas dire que Snoopy est malade si lui n'arrive pas à s'adapter au mode de vie qu'on lui propose. Ok, bien souvent, on va donc recommander aux propriétaires du chien décrit comme surexcité d'augmenter son activité physique, de l'emmener courir en forêt, faire du vélo, se promener avec d'autres chiens, etc. C'est vraiment la base de la thérapie comportementale. Maintenant, ce serait bien qu'on revienne sur les autres symptômes que j'ai cités dans la liste qui peuvent rentrer dans le fameux syndrome HS-HA. Il y avait notamment les comportements répétitifs, comme le tournis ou le gobage de mouche. Déjà, ces comportements répétitifs ou stéréotypies, ils peuvent apparaître dans de nombreuses espèces domestiques ou sauvages en captivité. Dans Vétologie, on a notamment parlé des petits rongeurs qui rongent les barreaux de la cage, des chevaux qui tiquent à l'appui, des chats qui s'arrachent les poils à force de se toiletter. Des comportements répétitifs qu'on voit fréquemment chez les chiens, ce sont le tournis, appelé tail chasing en anglais, le chien qui tourne en rond autour de sa queue, ou le gobage de mouche, imaginaire, qu'on appelle du fly catching en anglais. Face à ce type de comportement, il faut se souvenir qu'il y a plusieurs causes possibles. Certaines affections neurologiques peuvent provoquer ce type de symptômes. Il est donc essentiel de consulter un vétérinaire afin d'essayer d'en trouver la cause. En tout cas, ce ne sont pas des comportements normaux, donc ils doivent vraiment vous alerter. Bon, et donc, HS-HA ou pas ? Bon Mathilde, je crois que tout le monde a compris, plutôt pas HS-HA. La plupart des animaux étiquetés HS-HA ont juste un budget d'activité qui ne leur convient pas. Ils sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas explorer comme ils le voudraient, parce qu'ils n'ont pas assez de contact avec leurs congénères, parce qu'ils s'ennuient. Et donc évidemment, lorsqu'on s'occupe d'eux ou qu'ils voient un autre chien, ils apparaissent incontrôlables, parce que c'est juste un événement beaucoup trop rare dans leur vie. Exactement. Et certains, une petite minorité, ont un autre trouble, organique ou comportemental, qui devra être exploré plus minutieusement. En tout cas, HS-HA n'est pas un diagnostic éthologique. Voilà, on espère que c'est désormais plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et à nous faire part de vos témoignages sur le sujet via notre compte Instagram Éthologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. On vous dit à très bientôt dans Vétologie.